Dans cette vidéo, je poursuis la présentation du résumé de mes notes de cours en ce qui concerne le chapitre 1. Il s'agit cette fois-ci de la partie de mon résumé qui correspond à la section 1.3 de Séguin. Je vous invite dès maintenant à ouvrir votre livre de Séguin à la page 31 pour comparer ce qui apparaît dans l'aperçu avec ce que j'ai mis ici dans mon résumé. Ce qu'on ajoute maintenant au chapitre 1, c'est la notion de vitesse instantanée. Jusqu'à maintenant, on avait vu principalement la vitesse moyenne selon x. La vitesse moyenne, qui n'est pas ce qui est mentionné ici, c'est calculé en faisant delta x sur delta t. La vitesse instantanée, c'est le point de moyenne sur un certain temps. C'est quelle est la vitesse à un moment donné en particulier. Ce moment particulier-là, la formule ressemble à ce qu'on avait pour la vitesse moyenne, delta x sur delta t, sauf que delta t tend vers 0, donc un intervalle de temps très court, on tend à être à un moment donné. Vous allez voir en mathématiques que ce genre de calcul-là, de calculer delta x sur delta t lorsque delta t tend vers 0, on appelle ça la dérivée, c'est un calcul de dérivée. C'est la formule que vous avez ici, que personnellement je n'utilise jamais en physique. Sauf de très rares exceptions. Si je connais une équation donnée pour la position, là, je pourrais utiliser le calcul différentiel pour calculer vraiment l'équation de la vitesse, si on veut. Ce que je veux plutôt régulièrement utiliser, c'est en ayant un graphique de position, donc un graphique qui montre la position d'un objet en fonction du temps. Donc, où était l'objet à 1 seconde, à 2 secondes. Donc, à 1 seconde, il était à 2,5. À 2 secondes, il était un petit peu plus que 2,75. À 3 secondes, il était le retour à la position 2,5 mètres. Donc là, il avançait, il ralentissait, puis il s'est rendu jusqu'à 2,75. Puis là, il s'est mis à reculer, sa position diminue au même moment que le temps augmente. Donc, comme je vous mentionnais, ce que je vais plutôt faire quand je connais un graphique comme ça pour calculer la vitesse à un moment donné, exemple ici, ce qui est montré, c'est que je voudrais connaître quelle est la vitesse au moment 4. Ce calcul différentiel-là, une méthode graphique, ça revient à prendre la pente de la tangente à la courbe à cet endroit-là. Il faut savoir ce que c'est une tangente. Hein? C'est une droite qui s'approche de la courbe. Ça peut être par l'avant, par l'arrière. Habituellement, c'est vers le côté extérieur à la courbure. Donc, la courbe courbe dans ce sens-là. Vous voyez, j'arrive par l'extérieur de la courbure, si on veut. Et je m'approche pour toucher à la courbe au point où ce que je veux calculer. Il faut que ma droite, théoriquement, ne touche qu'à un seul endroit à la courbe. Évidemment, ce n'est pas toujours évident. Ici, on dirait que j'y touche un bout de temps. Ce qui est important, c'est d'avoir pratiquement le même angle d'ouverture d'un côté et de l'autre pour réussir à appliquer au mieux la méthode graphique. Et maintenant, je vais calculer la pente de ce pointillé-là, qui est une droite. Donc ça, c'est un outil mathématique simple qu'on connaît. Et cette pente-là va me donner la vitesse que j'avais à l'instant 4 secondes. C'est ce que j'ai mis ici, puis ce que j'utilise la plupart du temps dans mes problèmes. La vitesse est donnée par la pente. Hein, petit m signifie la pente d'une droite. La pente de la courbe. Évidemment, comment ça se calcule? On avait en mathématiques, c'était y2 moins y1 sur x2. y2 moins y1 sur x2 moins x1. Évidemment, ici, sur l'axe des y, c'est des x. C'est pour ça que j'écris x2 moins x1. Puis sur l'axe des x, c'est des temps. C'est t2 moins t1. Fait qu'on va encore apparaître ma notion de delta x, delta t. Évidemment, les points que j'utilise pour calculer ma pente, les points x2, x1, t2, t1, ne sont pas obligés d'être sur la courbe de position. Ils doivent être sur ma droite. Donc, j'ai tendance à prendre des points qui sont faciles, qui viennent couper le quadrillé si possible. Donc, exemple, le point ici, puis le point en bas ici. Fait que vous voyez, ce n'est pas des points qui étaient originellement sur ma courbe de position. Et évidemment, dans des problèmes en une dimension, quand le mouvement se fait en une seule dimension, cette valeur-là qu'on calcule ici peut être positive ou négative. D'ailleurs, ici, ma droite, mathématiquement, c'est une droite de pente négative. Donc, j'arriverai avec une vitesse négative. C'est vrai, l'objet est en train de reculer dans cette partie-là. Évidemment, si je veux connaître la vitesse en valeur absolue, je prends la valeur absolue de la valeur que j'ai calculée en haut ici. Et en une dimension, ça me donne la vitesse. Attention, quand on tombait des problèmes à 2 dimensions, 3 dimensions, cette équation-là ne sera plus vraie. Ce n'est pas une formule absolue de physique, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis en jaune. Je poursuis le résumé justement en parlant des pentes positives, pentes négatives, pentes nulles. Donc, vous voyez, c'est des graphiques de position. Ma position augmente comme une droite, diminue comme une droite, ou ma position ne change pas, la pente nulle. Évidemment, ça c'est une pente positive, pente négative, pente nulle. Ça implique que la vitesse, justement, avec un signe est positive, la vitesse est négative et la vitesse est égale à 0. Fait que vous voyez, quand on a une courbe de position, ce qui n'était pas le cas ici, je n'avais pas une droite comme courbe de position. Quand on a une courbe de position qui est une droite,
ben ici, ça veut dire que ma pente est constante, ben ma vitesse est constante et positive. Ici, ma pente est la pente d'une droite, donc ma pente est constante négative, donc ma vitesse est négative et est constante, puis évidemment ici, ça veut dire que ma position ne change pas, ma vitesse est nulle. On peut faire l'inverse d'une dérivée, vous allez voir en mathématiques, dans votre deuxième cours de mathématiques, que l'inverse d'une dérivée, c'est une intégrale. Encore une fois, je n'utiliserai pas vraiment le calcul intégral pour résoudre des problèmes, mais ce que je vais savoir, c'est qu'est-ce que c'est qu'une intégrale. Et l'intégrale, c'est calculer l'aire sur la courbe. C'est faire l'opération mathématique inverse. Inverse ici voulant dire, je partais d'un graphique de position, j'étais capable d'obtenir la vitesse. Je pars d'un graphique de vitesse et je suis capable d'obtenir la position. Évidemment, ce qu'on va calculer, c'est la position finale. Il faut connaître la position initiale, plus, on va appeler, mathématiquement, on dirait que c'est plus l'intégrale de la courbe de vitesse. Nous autres, on va appeler ça plutôt l'aire sous la courbe. Attention, le sous la courbe ici veut dire quelque chose de particulier. C'est l'aire entre la courbe et l'abscisse. Donc, l'aire sous la courbe, ici, ça paraît clair, mais quand on dit l'aire sous la courbe ici, elle est au-dessus de la courbe, c'est l'aire entre la courbe et l'axe des X. Et lorsqu'on va voir un aire qui est comme ça en dessous de l'abscisse, on va parler d'un aire qui est négatif, parce que l'aire peut avoir un signe. Dans ce cas-ci, ce n'est pas un aire géométrique, c'est un aire mathématique de calcul intégral. Et quand on a un aire qui est au-dessus de la courbe, ça va être un aire qui est positif. Et ça va me donner ma position. Donc, finale, si je connais la position initiale puis que j'additionne ces aires-là, je peux connaître ma position finale. Évidemment, si je m'intéresse au déplacement, ça revient à dire que le x initial, ça vient de ce côté-ci, devient négatif. L'aire me donne tout simplement le déplacement. Puis évidemment, le déplacement, ça peut être la somme de différentes aires. Évidemment, il faut savoir entre quel moment je le fais, entre le temps initial et le temps final. Ici, je vous rappelle que l'aire, c'est l'aire mathématique avec un signe, ce que je vous ai mentionné tout à l'heure. Dans cette même section-là, 1.3 de Séguin, je vous dirais que ça, c'est la partie la plus importante que je viens d'encadrer du résumé du chapitre 1. C'est des formules de physique de base pour le mouvement uniforme, le mouvement à vitesse constante ou encore le mouvement à accélération nulle. Ce sont tous des synonymes. Anciennement, on appelait ça le mouvement rectiligne uniforme, rectiligne entre guillemets, parce qu'on n'est pas obligé d'avancer en ligne droite. On pouvait même utiliser ces équations-là sur un objet qui avançait sur une courbe. Ça fonctionne. Ça revient à dire qu'il faut que l'objet avance dans l'espace si on veut. Okay. Donc, c'est un mouvement où la vitesse est constante. Dans le résumé, je l'ai rappelé. Le module de la vitesse est positif. Si la vitesse est constante, ça veut dire que la vitesse finale est égale à la vitesse initiale, est égale à la vitesse moyenne, est égale à la vitesse instantanée. Tout ça est vrai, là, je pourrais l'utiliser. Donc, pour un mu, toutes ces valeurs-là, c'est la même valeur dans le fond. Évidemment, la vitesse avec signe peut être positive ou négative. C'est une droite horizontale de ce type-là. Donc, comme on a ici, vitesse positive, vitesse négative en termes de position, puis en termes de vitesse, là, c'est les deux courbes qu'on avait ici. Attention, là, je vais vraiment voir les équations que j'utilise. Donc, c'est mon équation de base en physique. Souvent, au secondaire, ce que les étudiants ont vu, c'est l'équivalent de cette équation-là. C'était l'équation de base pour un problème d'un objet qui avance. Puis, si jamais l'objet reculait, là, il prenait cette équation-là. Fait que ça demandait d'avoir deux équations pour gérer la même problématique de physique, un objet qui avance à vitesse constante, qui avance ou qui recule à vitesse constante. Là, on va généraliser de plus en plus les formules. Donc, quand je l'écris comme ça, la formule qui est en jaune ici inclut les deux formules, parce que V selon X, ça veut dire avec signe. Fait que des fois, je vais faire plus ma vitesse absolue ou moins ma vitesse absolue si je recule. Mais la formule officielle de physique d'un mu, c'est celle-ci. Des fois différentes. Il y a des livres qui vont appeler ça x0 est égal à x plus vx fois delta t. Il y a différentes façons de l'écrire des fois, mais ça reste quand même que c'est cette formule-là, la formule de base. Les deux cas qui sont en dessous ici, comme je vous mentionnais, c'est pour un objet qui avance, ça revient à écrire cette formule-là, puis pour un objet qui recule par rapport à l'axe des X, ça revient à écrire cette formule-là. Évidemment, je peux toujours envoyer mon X initial de ce côté-là, puis ça fait apparaître delta X à la place. Donc, la formule qui est écrite ici
pour moi, c'est identique à la formule qui est écrite ici. C'est rien que le x initial a été regroupé avec le x final, puis ça devient un delta x. Donc, c'est pas nécessairement une nouvelle formule de physique, mais c'est une nouvelle façon de l'écrire. Je l'ai mis en jaune. Des fois, ça nous simplifie la vie, ça fait moins d'écriture de partir avec cette équation-là. Et ceci termine ce qui appartient à la section 1.3 de Séguin. Donc, très important, on va utiliser cette formule-là ou cette formule-là. Pour moi, c'est la même chose. Et on va faire soit des calculs d'air pour partir de la vitesse et s'en aller à la position, ou des calculs de pente pour partir de la position et s'en aller à la vitesse.